Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH. C'est tous les jours, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, on parle de l'oralité, devenir éloquent. Comment faire? Comment devenir un grand orateur? Des conseils pratiques avec Nicolas Duguet. Il est dirigeant de Préfera. Il va tout vous expliquer. Il est notre invité. Smart Philo, pour qui le progrès est-il une quête? Alors, est-ce que cela renvoie à ChatGPT? On en parlera avec Xavier Pavie, philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du centre Imagination. Et puis le cercle RH qui est au cœur de l'actualité. Évidemment, on va parler du dialogue social. Nous aurons des représentants de syndicats. Ceux qui étaient autour de la table face à Elisabeth Borne. Qu'ont-ils gardé des propos du président Macron? Dialogue social ou dialogue de sourds? Comment remettre tout le monde autour de la table? C'est la question que l'on va se poser avec mes invités. Et puis pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi vers une pénurie de chefs de projet. Oui, chef de projet, c'est un métier, notamment des métiers tournés vers le climat, l'environnement, la rénovation thermique. Il manque de chefs de projet. On en parlera avec Olivier Lazare. Il est le vice-président de Project Management Institute. Voilà le programme tout de suite. C'est bien dans son job. Bien dans son job. Ça, c'est un sujet fondamental parce que vous, les managers, vous, les décideurs, vous, les collaborateurs, eh bien, vous passez vos journées à parler et parfois vous vous dites ça manquait de souffle, ça manquait de corps, ça manquait d'impact. Comment faire pour être un grand orateur ou un bon orateur, pour peut-être descendre d'un cran? On en parle avec Nicolas Duguet. Bonjour Nicolas. Ravi de vous accueillir. Vous êtes dirigeant de Préfera. Alors, vous avez écrit de nombreux livres sur l'éloquence, la préparation mentale. Et là, vous vous intéressez justement à l'éloquence à travers un article que vous avez publié dans le Harvard Business Review, 10 techniques pour devenir le meilleur des orateurs. Vous avez choisi d'abord, commençons par le début, orateur, qui renvoie quand même à la notion, j'allais dire, grecque, presque antique, des sophistes, de l'éloquence. C'est un choix que vous avez, orateur. Bonjour Arnaud, et effectivement c'est un choix puisque finalement Aristote en moins 350, avant Jésus-Christ, nous avait expliqué beaucoup de choses sur le pathos, le logos, enfin bref, le sujet du savoir-être, de la posture, de la rationalité, des faits, puis de la capacité, on voyait de l'émotion, de la passion, et tout en gardant le fond, parce que je dis souvent quand il n'y a pas le fond, on risque de le toucher. Il y a 10 conseils pratiques. Alors, on va essayer de les énumérer. On va avoir un petit peu de temps pour les développer. Mais j'ai noté dans cet article que d'abord, vous faites référence à des chercheurs, parce qu'il y a des travaux de recherche anglo-saxons. Et vous faites référence sur, d'abord, le premier item, captiver l'attention d'un auditoire, parce que c'est un peu la base, quand même. C'est aussi la base de notre métier. C'est donner envie qu'on nous regarde, qu'on nous écoute. Vous dites, le terme est issu de la rhétorique grecque, directement lié au domaine de l'argumentation et désigne en premier lieu l'image de soi. Alors là, ça devient très intéressant. Plus ou moins consciente, plus ou moins maîtrisée que l'énonciateur construit dans son discours. En un mot, il y a ce que je raconte, et il y a ce que mon corps, ma gestuelle, mon regard, ma respiration dit de moi. Et parfois, ça ne marche pas. Les deux ne s'embrassent pas. C'est bien ça le problème. Oui Arnaud, je suis très content de votre question. Et là, vous voyez bien que ça ne va pas. Donc, il y a un sujet d'alignement fond et forme. Et vous avez raison d'aller sur ce sujet-là. Le sujet de l'estime de soi, de la confiance en soi, c'est ce qu'il faut travailler. Évidemment, il faut travailler le fond. J'adore cette histoire de Max Planck. Vous savez, c'était un prix Nobel de physique en 1918 qui avait inventé une conférence qu'il faisait tous les soirs. Et un jour, son chauffeur lui dit « Écoute, je peux la faire, la conférence, à ta place. » Et le chauffeur a remplacé le prix Nobel de physique devant des salles, et il a réussi sur le fond et sur la forme, parce qu'il était super entraîné et avait écouté. Bon, jusqu'au jour où il y avait un autre physicien qui a posé une question un peu compliquée au chauffeur qui était en place de prix Nobel, en réalité, et il a répondu du tac au tac. Écoutez, la question est intéressante, et d'ailleurs, je vais demander à mon chauffeur de répondre à cette question. Donc, vous voyez, la forme a pris le pas sur le fond, mais il a fallu quand même travailler pas mal en amont. Alors, il y a quand même la préparation, parce qu'il ne faut pas négliger l'idée qu'un orateur, ça on le voit et ça génère quand même pas mal de stress chez, j'imagine, ceux que vous accompagnez, prépare des jours et des jours, se font des feuilles partout, des slides, des bullet points. Il faut préparer les supports, mais après, quoi? On s'en libère, on essaie de les mettre à côté, on les garde? Parce que ça, c'est des questions qu'il vous pose, j'en suis sûr. Alors, c'est des bonnes questions. Il y a Brian Tracy, qui est un conférencier américain, qui a regardé finalement, il a fait une évaluation à chaud après ses conférences, et quelques mois après, à froid, finalement, qu'est-ce que vous avez retenu avec quelle technique d'animation? Et il a utilisé 4 techniques.
Et la première technique, c'est ce qu'on connaît, une présentation avec pas mal de texte. Bon, on sait tous que c'est pas terrible, mais il a quand même essayé parce qu'il voulait vérifier. Il faut toujours vérifier. Deuxième approche, avec une présentation avec des images, des vidéos. Une troisième approche où il n'y avait aucun support, que l'oralité. Et une quatrième approche avec l'oralité et un paperboard. Et finalement, ce qui a le mieux fonctionné, c'est le paperboard. On voit quelque chose. On voit écrire la personne et donc on mémorise plus de choses. Alors évidemment, quand on réfléchit à support, ce qui rend fou les gens et ce qui ennuie tout le monde aujourd'hui dans des présentations, c'est les 352 slides qui sont devenus insupportables. Et effectivement, il vaut mieux travailler à simplifier son discours. Ça ne veut pas dire qu'il devienne simpliste, en le faisant travailler notamment sur des sujets un peu métaphoriques. Sujet sur l'émotion quand même. Restons un instant sur l'émotion parce qu'il y a ensuite un Dan Carter qu'on connaît, qui est une grande star du rugby néo-zélandais des All Blacks, qui lui a travaillé ses stratégies avant match. On va en parler, mais l'émotion. Qu'est-ce qu'on en fait? Parce que l'air de rien, c'est un gros sujet pour ceux qui nous regardent, qui se disent, bon, moi je connais le texte, je connais mes sujets, mais en fait j'ai une telle émotion avant que j'en perds mes moyens, j'arrive pas à contrôler mon stress, mes rougeurs, enfin toutes les questions qu'on se pose quand on s'exprime. Qu'est-ce que vous leur dites et qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que ça c'est très concret. Alors, on travaille évidemment sur du coaching, sur la gestion des émotions, mais de façon concrète, qu'est-ce qu'on peut faire avant de prendre la parole en public? Il y a deux choses très très simples. La première, c'est d'être capable de respirer longuement avant de se lancer sur scène. Et la deuxième, c'est de débrancher son cerveau émotionnel. Et alors pour ça, il y a un truc fabuleux. Il y a une prise, il y a un truc? Ouais, à peu près. Vous faites une table de multiplication, table de 5, de 6, de 7, même de 3 hein, si vous n'êtes pas à l'aise. En fait, si on fait une table de multiplication, on ne peut pas se sentir mal à l'aise émotionnellement. Donc avant de rentrer sur scène, je respire. Évidemment, j'ai préparé mon texte, comme vous l'avez dit en amont. Je respire bien et quand je marche pour aller sur scène, je fais une table. Et les premiers mots, les premières phrases, évidemment, je les connais par cœur. Également, la phrase un peu choc ou la métaphore ou l'histoire. Absolument. Donc ça se travaille quand même. Hein. Ah oui, elle doit être prête. Tout à l'heure, la Max Planck que je vous ai faite, elle était déjà prête avant que j'arrive face à vous. Donc vous vous êtes dit, voilà, j'organiserai ma pensée et j'utiliserai cet argument pour éclairer ceux à qui je vais parler dans le poste. L'humour. Ça, c'est une question qu'on vous pose souvent et qu'on nous pose. Elle va où? On va jusqu'où dans l'humour? On l'utilise, on l'utilise pas? Parce que parfois, on peut tomber à plat avec l'humour. Hein. Alors, moi, ma recommandation, c'est évidemment de l'utiliser parce que ça marque et on attire plus l'empathie et la sympathie quand on fait de l'humour. Mais j'ai envie de dire, faites de l'humour à vos dépens. Par exemple, expliquez plutôt vos échecs que vos succès. Donc c'est lié à l'humilité, on peut se moquer de soi-même. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais pas des autres. Mais surtout pas des autres. Je dis toujours qu'il vaut mieux être gentil, et être gentil, c'est une qualité, c'est pas un défaut. Dernier sujet, parce que là ensuite, très souvent dans les prises de parole, et je pense aux managers qui ont parfois des grandes réunions, qui sont un petit peu comme ça, des grands shows, malgré tout, on implique le public. Vous dites c'est important parce que ceux qui écoutent, qui sont passifs, parfois ils ont aussi besoin un peu d'exister. Et donc, il faut quoi? Il faut poser des questions, il faut aller les chercher? Il faut poser des questions, il faut les faire voter, à main levée, hein, tout simplement. Hein. À la Périclès, quoi. Exactement, il faut les embarquer. Et il faut les engager. Il faut les engager. Un dernier mot quand même, vous dites et c'est vrai pour tout d'ailleurs, il faut soigner sa faim. C'est presque une métaphore de la vie. Il faut savoir soigner sa faim. Oui, alors en excellence client, on bosse beaucoup sur ces sujets-là dans les entreprises. On appelle ça l'effet peak-end. On a beaucoup travaillé avec les équipes de communication sur le début d'entretien. Et en fait, en excellence client, quand on regarde un petit peu ce que retient un client, interne ou externe, c'est un collaborateur, c'est pareil, c'est le moment émotionnel de la prise de parole et la fin. Et donc la fin, il doit y avoir une chute comme au début. Savoir terminer, savoir trouver l'accroche de fin pour aussi qu'on puisse mémoriser. D'ailleurs, les politiques font souvent le début et la fin identiques de manière à ce que ceux qui ont manqué le début peuvent aussi récupérer les éléments clés de la fin. C'est ce que font souvent les ministres. Merci d'être venu nous éclairer. C'est passionnant, Nicolas Duguet, dirigeant de Préfera, des livres et cet article dans le Harvard Business Review avec ses 10 conseils pratiques très développés avec des chercheurs et des experts. On tourne une page, on fait de la philo. La philo, c'est aussi l'écrit, c'est aussi le langage. Et on accueille Xavier Pavie qui nous parle du progrès, une quête, avec un point d'interrogation d'ailleurs.
Smart Philo, on parle du progrès. Alors on avait parlé avec Xavier Pavie, que je salue, de ChatGPT, de GPT-4, qui a suscité d'ailleurs de vraies réactions sur les réseaux sociaux, je voulais le dire, parce que cette chronique, elle a suscité un débat. Et on est toujours d'ailleurs dans le débat. Là, vous avez choisi, Xavier, vous qui êtes philosophe, professeur à l'ESSEC et directeur du Centre Imagination, de vous intéresser au progrès. Pour qui le progrès est-il une quête? Alors déjà, c'est une très belle question, c'est très bien écrit. Algorithme, machine learning, ChatGPT, c'est quoi? On est rentré dans une époque du progrès ou on quitte le progrès finalement? Oui, c'est une bonne question. On a toujours été dans le progrès. Le progrès, quand on le définit, c'est ce qu'on appelle un métamodèle de changement destiné à l'évolution humaine et à l'exploitation ou le développement de la connaissance. Donc il y a quelque chose derrière le progrès qui est la notion de désintéressé. C'est pour ça qu'on parle de métamodèle de changement, c'est-à-dire qu'on ne voit pas tellement où ça va nous mener, mais il y a quelque chose de désintéressé. Ce qui est différent d'ailleurs de l'innovation. Ce désintéressement est important parce qu'il va chercher l'espoir dans l'humanité. Et donc, on est toujours dans l'espoir de l'humanité. Nous sommes toujours dans une espèce d'époque de progrès. Mais le progrès actuel, c'est quoi? C'est le vaccin? C'est le GPS? On peut considérer ça comme des progrès? Alors, les progrès ne sont pas liés souvent à des entreprises, mais ils sont liés plutôt à des organisations qui vont mettre en place quelque chose que l'on va aller chercher, qui est quelque chose de plus grand que soi. Donc, la roue, la machine à vapeur sont effectivement des progrès. Internet est effectivement une dimension de progrès sur lesquelles ou sur lequel va se greffer des innovations. Mais le progrès est au-dessus de cela. On est toujours dans une époque de progrès, mais quand on parle du progrès, on fait toujours référence à avant. Je ne sais pas, Citroën, la voiture, enfin 1890, l'ère industrielle. Et le progrès aujourd'hui semble un peu différent. Peut-être on se trompe d'ailleurs, mais en tout cas on fait souvent référence à ça. Oui, parce qu'on a souvent peur, et la peur de l'aujourd'hui ou du contemporain, on va mettre derrière le mot bouleversement. On va dire on a des bouleversements. Et quand les bouleversements sont digérés, on va les appeler progrès. Eh bien, c'est exactement pareil. Et vous avez parfaitement raison, 1880, les années 1900-1910, c'est l'aviation, c'est le cinéma, c'est la photographie, c'est Eiffel, c'est Curie, c'est Pasteur. Et donc, on va parler aujourd'hui de progrès quand on parlait de bouleversement. Eh bien, c'est pareil aujourd'hui, avec ChatGPT, avec les algorithmes, l'intelligence artificielle. On parle de bouleversement, on ne sait pas trop là où ça nous mène, parce qu'il y a besoin du temps de digestion du progrès, de temps de digestion. Et on dit souvent qu'on ne peut pas réagir sous les feux des projecteurs. Et donc, les feux des projecteurs sont l'époque contemporaine, on a besoin de prendre du recul. Au fond, qui sont les acteurs du progrès? Parce que c'est vrai qu'on le dit souvent, ce n'est pas les grands groupes qui inventent et qui créent le progrès. C'est quoi? C'est les entrepreneurs, parfois, dans leur garage, quoi. Oui, c'est ça. Platon en parle presque, pas véritablement des entrepreneurs, mais il dit que la nécessité est la mère des inventions. Et il va dire que ceux qui vont mettre en place, ça va être les laboureurs, ça va être les artisans. C'est effectivement un peu ces entrepreneurs d'aujourd'hui. Ils sont face à une nécessité, ils vont inventer. Concrètement, ces entrepreneurs, au fond, ils vont porter le progrès, et vous le dites, puis ensuite ce progrès va être récupéré ou pas, parce qu'il y a parfois de grands échecs. Il y a des entrepreneurs qui ont inventé des trucs dingues et qui sont restés au garage. Oui, bien sûr. C'est assez dingue ça d'ailleurs. Les innovateurs veulent parfois être sur l'innovation et sont rarement sur le bien commun, ils sont rarement sur cet ensemble-là. Et en effet, les échecs sont une donnée fondamentale de l'innovation comme du progrès. Cette dimension-là est importante et la question pour nous est de dire aujourd'hui, finalement, quand on veut aller travailler pour un entrepreneur, qu'est-ce que l'on veut faire? Est-ce que l'on veut travailler pour l'humanité ou est-ce que l'on veut travailler pour une innovation? Mais là, vous soulevez un point qui nous interpelle depuis des mois maintenant, la quête de sens, les collaborateurs qui exigent aujourd'hui le conscience quieting. C'est ça le sujet là, c'est donnez-moi du sens. La question, c'est comment répondre les entrepreneurs. Et on peut avoir un peu peur, Arnaud, pour être tout à fait franc, parce que les entrepreneurs aujourd'hui, on va glorifier celui qui donne la semaine de 4 jours, celui qui va donner plus de liberté, celui qui va dire « mais travaille où tu veux ». Est-ce que c'est ça dont on a envie? Parce que, in fine, nous allons venir quand même travailler, même si l'on est chez soi. Est-ce que l'on veut ça ou est-ce que l'on veut contribuer au bien commun et à l'humanité? Donc l'entrepreneur doit se poser la question, est-ce que pour attirer les plus jeunes, je propose la semaine des 4 jours et vous travaillez de manière très light et très flexible, ou au contraire, vous avez quelqu'un qui va vous dire, ensemble, on va fabriquer le progrès de l'humanité. Ça, c'est vrai. C'est pas la même chose. Et c'est deux mondes différents. Et deux rapports au travail très différents. Il y en a un qui vous engage, mais qui va vous pousser, et l'autre qui vous dit, je vous donne du bien-être et une qualité de vie formidable. C'est ça. Exactement. Et ça, on n'ose pas poser la question. C'est un peu politiquement correct de dire aujourd'hui, non, il faut donner les 4 jours, il faut que vous ayez tout le confort de vie possible. Et personne ne va venir engager en disant,
on va révolutionner quelque chose ensemble. Et effectivement, ce qui demande à la fois un peu de sueur, de fatigue et d'engagement, on est d'accord. Mais évidemment, parce c'est que passionnant. Kant nous dit de cette manière-là, je le cite, le travail, c'est avoir une estime raisonnable de soi. Il dit ça dans l'idée d'une histoire universelle. Et quand il dit ça, l'estime de soi, elle est fondamentale. Parce que l'estime de soi que nous avons, est-ce qu'elle est lorsqu'on a du travail flexible ou est-ce qu'elle est dans la fierté que l'on peut avoir pour construire quelque chose de nouveau pour l'humanité ? Passionnant ce sujet à développer sur bien-être au travail, qualité de vie, qui parfois s'oppose à l'idée de pouvoir avancer, développer, innover et marcher vers le progrès. Passionnant. Merci Xavier Pavie, c'était un vrai plaisir de vous accueillir. Prochain séminaire au Collège international de philosophie, je ne voulais pas l'oublier, c'est le jeudi 24 avril. Absolument. Allez vous inscrire, Collège international de philosophie, pour écouter les pensées de Xavier Pavie. On fait une courte pause et on va se tourner vers l'actualité. Progrès ou pas, je ne sais pas. En tout cas, on accueille des syndicalistes CFDT, CFTC. Évidemment, ils ont réagi aux propos du président de la République dans son allocution. Et le président veut enjamber. Les syndicalistes sont toujours dans la rue pour dire retrait de la réforme des retraites. Dialogue social ou dialogue de sourds ? On en parle avec eux, c'est juste après la pause. Le cercle RH, pour faire un débat autour du dialogue social, évidemment, on ne parle que de lui. On a presque envie de dire aujourd'hui dialogue de sourds, puisque le président Macron a fait son allocution, un peu plus de 13 millions de téléspectateurs, et des Français qui ont un peu boudé, c'est pas le score historique des allocutions présidentielles, avec une difficulté. Les syndicats continuent à accélérer, à maintenir le mouvement. L'intersyndicale, évidemment, est unie, comme elle l'est depuis 3 mois, et puis le président, lui, enjambe cette réforme des retraites en proposant un certain nombre de pistes de réflexion autour du travail, sans d'ailleurs avoir cité le mot pouvoir d'achat, qui est une autre très grande inquiétude des salariés. 3 invités sont avec moi parce que, évidemment, je ne sais pas s'ils étaient au concert de casseroles ou s'ils étaient devant leur poste, mais en tout cas, ils sont avec moi. Cyril Chabagnier, merci d'être là. Vous êtes le président, secrétaire général ? Président de la CFTC. Vous faites partie de ceux qui sont depuis maintenant 3 mois derrière la banderole, avec une unité syndicale. On vous écoutera évidemment à l'issue de cette allocution, et puis de savoir comment va évoluer ce dialogue social qui, pour l'instant, est totalement au point mort. Luc Mathieu est avec nous, secrétaire national à la CFDT. Merci d'être avec nous, Luc Mathieu, avec Laurent Berger qui a dit récemment, alors peut-être que vous allez pouvoir nous l'expliquer, on ne va pas passer 6 mois à manifester, alors comme si on avait l'impression qu'il fermait la porte et qu'on allait passer à autre chose. Visiblement pas, puisque vous serez unis au 1er mai. Hugues Vidor est avec nous. Bonjour Hugues, vous êtes le président de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale. 25 organisations, 25 branches. Ça représente combien d'adhérents, l'UDES ? 16 branches professionnelles, plus de 1 200 000 salariés, 35 000 entreprises. 35 000 entreprises. Je précise que vous étiez plutôt soutien de la réforme des retraites autour de cette table ? Alors, on était surtout soutien de la réforme en 2019. C'est ça, mais pas de la dernière. Et la dernière, on a été critique sur un certain nombre de points. Et sur le 49.3. Commençons par le début, Cyril Chabagnier. Excusez-moi de le dire un peu abruptement, parce qu'on est sur une chaîne regardée par des entrepreneurs, des chefs d'entreprise. Est-ce que vous dites, on tourne la page, on passe à autre chose, le président fait des propositions concrètes, il les met sur la table, ou est-ce que vous dites, nous, notre préalable, c'est le retrait de la réforme, puis nous discuterons ensuite des grands sujets qu'il a évoqués et on verra les propos qu'il a tenus sur les conditions de travail, le travail, la manière dont on travaille. Est-ce que pour vous, la réforme et le retrait de cette réforme, c'est toujours le préalable ? Oui, c'est toujours le préalable, mais pas que pour moi, pour l'intersyndicale. Nous avons évidemment reçu le verdict du Conseil constitutionnel avec déception, évidemment, mais je rappelle que le Conseil ne juge que sur la forme, sur le fait que cette loi soit légale ou pas légale, ça ne change rien du fond. D'ailleurs, ils ont retiré toute la partie... visite médicale, index la partie senior. Un peu sucrée, comme on dit aujourd'hui. Un peu sociale, les choses ouais. les moins mauvaises et un petit peu sociale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on continue en intersyndical, on continue ce mouvement. Je crois que le président et le gouvernement avaient fait le pari, et ont fait le pari qu'une fois la décision du Conseil, tout allait s'arrêter. Et on veut montrer que ça ne s'arrête pas, que ça continue. Il y a des actions locales qui se font durant les 15 jours. Il y a un grand rassemblement le 1er mai. Donc l'intersyndicale s'est projeté sur les 15 prochains jours jusqu'à la grande manifestation du 1er mai. Et par la suite, nous verrons ensemble ce que nous faisons. Juste d'un mot, parce que j'aimerais entendre vos autres invités. Quand même,
la petite musique qui est en train de monter, c'est de dire, après tout, les syndicats ne sont pas entendus lorsqu'ils sont pacifiques et qu'ils manifestent calmement dans les rues. Est-ce qu'il y a des risques, et je parle évidemment aux entrepreneurs qui s'inquiètent aussi, est-ce qu'il y a des risques de dérapage, d'embrasement, de ne plus contrôler votre base ? Les risques sont toujours présents. Après, on essaye de les éviter et on n'arrête pas, que ce soit mon collègue de la CFDT ou moi-même, de dénoncer tout ce qui est violence physique ou même matérielle. Mais évidemment qu'on entend dans les discours que 3 mois de mobilisation aussi fort. Pour rien ? Pour pas obtenir grand-chose. Il n'y a pas rien, parce qu'il y a eu des choses quand même qui ont été... Il y a eu quelques avancées, alors parfois censurées par le Conseil, Bah oui. mais pas suffisamment en tout cas. Et donc on entend un petit peu cette petite musique avec la comparaison avec les Gilets jaunes, où quand il y a eu la casse, 13 milliards ont été mis sur la table. Donc je ne vais pas dire qu'on sent une bascule, parce qu'on a des adhérents quand même qui sont matures et sérieux sur ça, mais de plus en plus de colère liée. Mais c'est quand même incroyable que dans ce pays, si on casse pas, si on dégrade pas, on n'obtienne rien. Ça, évidemment que dans les débats, on l'entend. Luc Mathieu, qu'est-ce qu'il allait vous dire ? Alors, vous ne faites pas l'exégèse de Laurent Berger sur ce plateau, vous avez parlé en votre nom, mais on ne va pas passer 6 mois à manifester, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on est quoi ? Sur une ligne de crête, vous vous posez des questions, vous dites le président nous retend la main et nous invite à la table. Alors, vous avez fait la chaise vide, à part quelques organisations patronales, mais les syndicats salariaux ne seront pas et n'iront pas rencontrer le président. Aujourd'hui, vous accepterez de le voir après le 1er mai, si j'ai bien compris, mais dans quel état d'esprit vous êtes ? C'est la gueule de bois, vous dites quand même avoir mobilisé autant dans un mouvement social historique et avoir finalement rien gagné ou si peu ? Alors, aujourd'hui, on reste dans la mobilisation. C'est-à-dire que la mobilisation, c'est pour le 1er mai, il y a des actions sectorielles qui sont ici ou là, qui se mobilisent, etc. L'objectif, c'est le 1er mai d'avoir une grande manifestation unitaire et générale de l'ensemble des organisations syndicales, ce qui n'est pas arrivé depuis la Libération, je pense, puisque traditionnellement, FO manifeste de son côté, etc. Donc c'est un grand moment démocratique qui aura lieu le 1er mai. Voilà. Après, quand on dit on ne va pas manifester pendant 6 mois, c'est qu'on ne va pas regarder s'effilocher la participation aux manifestations au fil du temps, etc. Et donc, on reprendra, évidemment, on n'a jamais, nous, refusé la discussion, et donc, d'ailleurs, le dialogue social a continué. Mais excusez-moi de le reposer, parce qu'il soulève des sujets. Nous avons devant nous 100 jours d'apaisement, d'unité, d'ambition et d'action au service de la France, et il va plus loin, il parle du travail, bâtir un nouveau pacte de la vie au travail, un nouveau pacte construit dans les semaines et les mois qui viennent par le dialogue social. Hugues Widor, vous la prenez la main tendue, vous qui étiez plutôt favorable à la réforme Édouard Philippe, pour le dire simplement, et un peu défavorable à cette réforme, est-ce que vous dites que les syndicats salariaux ont tort de ne pas revenir à la table ? D'abord, on ne dira jamais ça, puisque les organisations syndicales salariées sont libres et totalement libres de déterminer les actions qu'elles souhaitent. Et c'est bien là, d'ailleurs, qu'on peut voir qu'on est encore dans une démocratie et que du coup chacun peut s'exprimer. On parle même de crise démocratique, parce que ça a été lancé. Il faut le respecter. Par contre, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est dans le cadre d'un déni de démocratie sociale. Et de ce point de vue, la réforme des retraites en est une illustration. C'est-à-dire qu'on a utilisé un certain nombre d'outils juridiques. Je parlais du 49.3, je veux parler du projet de loi de finances rectificatif. De la sécurité sociale. Je veux parler de la sécurité sociale, je veux parler du Conseil constitutionnel, mais tous ces outils, finalement, ils sont au service d'une décision qui n'est pas partagée par les acteurs sociaux. Et ça, c'est révélateur d'une crise de notre décision publique. La manière dont on décide. C'est ça. Et en termes de méthode, ça pose un vrai problème. J'ajoute simplement qu'en France, on est capable de faire des compromis. Je veux citer ce qui se passe aujourd'hui au Conseil économique et social et environnemental, notamment sur la Convention citoyenne sur la fin de vie, où on voit bien que quand on met tous les acteurs autour de la table, dans un débat long, apaisé, on est capable de fabriquer du consensus. Cyril Chabagnier, je vous repose la question parce que vous allez être peut-être autour de la table dans quelques jours après le 1er mai. Il faudra attendre évidemment la réussite ou pas de ce mouvement. Qu'est-ce qui vous amènera à reparler des sujets soulevés par le président Macron ? Qu'est-ce qui fait que vous direz « nous sommes prêts maintenant » parce qu'il y a des textes en attente, il y a une loi travail en attente, des sujets sur la formation professionnelle, une loi immigration et travail. Qu'est-ce qui fait qu'un patron de syndicat comme le vôtre
vous allez dire, nous y retournons. Qu'est-ce qui fait que vous allez reprendre langue, comme on dit ? D'abord, les prochaines élections, c'est dans 4 ans. Donc, on ne va pas rester 4 ans sans voir le président de la République et sans travailler Au moins le ministre social oui. sur les avancées. Ce qui va nous faire retourner à la table des négociations, ça va être de poser certaines conditions. Évidemment, aujourd'hui, il va falloir, demain, il faudra discuter avec le gouvernement. Mais il va falloir, recréer de la confiance, c'est-à-dire avoir des sujets qui sont importants, et le président d'ailleurs en a listé certains, quand on parle de partage des richesses, quand on parle de rémunération. Ça c'est un texte qui est en vue. Pénibilité. Alors c'est un texte qui est en vue, mais les organisations syndicales avaient toutes demandé à ce qu'on travaille d'abord sur ça, pour après faire une réforme des retraites. Ça aurait été quand même beaucoup plus logique, plutôt que de nous dire aujourd'hui vous travaillez 2 ans de plus, mais après on va voir ce qu'on fait. C'est ça qui vous blesse. Pour la pénibilité, pour les carrières longues, pour l'emploi des seniors. Il fallait commencer par ça. Mais oui, on fait des choses à l'envers, et c'est là où c'est absolument pas logique. Tous les syndicats n'ont d'ailleurs pas signé ce texte sur le partage de la valeur, on est d'accord. Oui, mais sur d'autres sujets, en tout cas, ces sujets-là, d'avoir une grande, alors certains ont appelé ça une conférence travail ou le chantier travail, enfin il y a eu plein de noms qui ont été donnés, aurait été la bonne chose. Mais pour revenir, il va falloir qu'il y ait des sujets sur lesquels on a des engagements de la part du gouvernement, pour lesquels il y aura de véritables avancées pour les salariés, que le texte final soit pas le texte initial comme on a eu plusieurs fois dans les négociations, c'est-à-dire qu'on aille à la table avec des garanties où on va sortir avec des avantages, avec du plus, avec des droits nouveaux pour les salariés. C'est la seule chose qui va nous faire revenir. Je ne vous cherche pas à tout prix à vous demander si vous êtes capable d'avaler la pilule, parce que la question c'est quand vous reviendrez à la table des négociations, ça veut dire que vous aurez acté le fait que cette réforme des retraites a bien été votée et que les décrets seront appliqués dès septembre. On continuera à la combattre à vie quand même. Vous continuerez à la combattre. Mais ce qui ne vous empêchera pas de revenir traiter de sujets sur lesquels les salariés vous attendent, sur le pouvoir d'achat, sur le partage de la valeur. Oui, mais il faut comprendre que le dialogue social, il ne s'est jamais arrêté. Le dialogue social dans les avec entreprises, les employeurs, les entreprises, au niveau interprofessionnel, la période, elle a connu quoi? La signature d'un accord sur le partage de la valeur, qui est un peu historique d'une certaine manière, sur un sujet comme ça. Et puis là, à la signature, un accord sur la transition écologique et le dialogue social, qui est un sujet fondamental pour l'avenir des entreprises et pour l'avenir du pays. Donc le dialogue social, il continue. Et les partenaires sociaux montrent d'ailleurs que même sur des sujets compliqués, ils sont en mesure de signer les accords. Donc tout va bien de ce côté-là, et nous, on est toujours disponibles pour... Mais sur la question du partage de la valeur, sur la question, et je le redis, le président n'a pas évoqué le pouvoir d'achat dans son allocution, donc c'est une sorte de discours d'apaisement, enfin qui tentait de vouloir apaiser. Est-ce que ça vous choque, par exemple, que le président, dans son allocution, n'évoque pas le pouvoir d'achat, qui est un autre sujet où vous êtes interpellé dans la rue? On a augmenté, l'inflation a progressé. C'est le premier motif d'inquiétude des salariés, c'est la question du pouvoir d'achat. Devant les retraites, hein. Oui, devant les retraites, oui, parce que les retraites, d'une manière... Enfin, c'est aujourd'hui le premier sujet, à cause, vous l'avez rappelé tout à l'heure, du niveau d'inflation, en particulier de l'inflation de l'alimentation, etc. Aucune proposition sur le sujet? Non, mais c'est d'abord, moi je veux le dire, c'est d'abord un sujet qui concerne les branches professionnelles et les entreprises. Ça n'est pas l'État qui fixe les salaires dans ce pays. Mais oui. Et donc il faut mettre sur la table, il faut parler aux employeurs. Ce sont les employeurs qu'il faut parler. C'est eux qui négocient dans les branches, dans les entreprises, les salaires, hommes de l'ombre, les minima de branche ou les salaires réels, etc. dans les entreprises. Donc c'est à eux qu'on s'adresse, hein, pour le coup. Donc vous dites finalement pas si grave que le président ne s'exprime pas, parce que si on négocie bien dans les branches, les salariés, parce que les NAO ont eu lieu, c'est fini, enfin, vous allez redemander des négociations de... Dans 10 jours, le SMIC va augmenter de 2 et quelques pourcents. Il y aura 151 branches professionnelles qui ne seront pas conformes au minimum du SMIC. Exact. Il y a un champ de négociation important. Dans l'accord sur le partage de la valeur, les employeurs se sont engagés à ouvrir des négociations sur les systèmes de classification lorsqu'ils ne l'ont pas fait dans les délais qui sont normalement obligatoires dans la loi, etc. Tout ça va générer normalement, si tout le monde joue le jeu, beaucoup de négociations. C'est intéressant ce que vous dites, parce que vous nous faites rentrer dans les coulisses. Il y a ce que le mainstream nous montre, les chaînes d'information avec les manifestations, les banderoles, cette unité, puis vous nous dites qu'il y a quand même en dessous une vie syndicale qui continue à vivre et à faire vivre la vie sociale de l'entreprise. C'est ça qui se passe. Vous êtes d'accord, Hugues? Il y a ce qu'on voit à la télé, qui sont des chocs assez forts, parfois même violents.
Et puis il y a quand même j'allais dire un dialogue social de terrain et de base qui fait que l'entreprise, les branches continuent à discuter. C'est bien ça. Oui, les branches continuent à discuter. Enfin, si je fais écho de ce qui se joue dans l'économie sociale, on a négocié des accords d'ailleurs avec les organisations syndicales de salariés sur l'impact du numérique sur les situations de travail, sur l'égalité femmes-hommes. Donc il y a des choses qui se produisent. Reste que on continue à penser au niveau de l'UDES qu'il y a un problème de méthode. C'est-à-dire qu'il faut faire confiance aux partenaires sociaux. Quand je dis partenaires sociaux... Quand vous dites ça, vous dites le président Macron ne fait pas confiance aux partenaires sociaux. Moi, non, je dis il faut aller plus loin. C'est-à-dire que dans les annonces qu'on a eues hier, il y a encore des choses qui ne sont pas satisfaisantes. Lesquelles, par exemple ? Eh bien, c'est de faire confiance aux partenaires sociaux dans le cadre Il ne l'a pas verbalisé. Des négociations sociales. Dire aux partenaires sociaux, il y a 100 jours finalement pour travailler sur l'ensemble s'unir, des sujets s'apaiser. Qui sont quand même d'une rare complexité, et en disant, voilà, il faut que j'ai ma feuille de route dans 100 jours. Quand on voit les sujets, il faut arriver. La négociation, c'est un travail compliqué. C'est un consensus compliqué. C'est même un art, si je peux me permettre. Mais absolument. Et donc, du coup, on a besoin de ce temps-là. Mais Cyril Chabagnier, sans faire de grands mots, quand même, les sujets posés sur la table sont des sujets très complexes qui, d'ailleurs, dépasseront les 100 jours, parce que ce sont des sujets très vastes de réforme du travail. Mais au fond de vous, est-ce que vous vous êtes senti méprisé, vous qui êtes à la tête de la CFTC ? Méprisé, je ne sais pas, mais en tout cas, j'étais d'abord un petit peu choqué que la question des retraites fasse moins de 2 minutes dans l'intervention, alors que c'est le sujet crucial, et que ça fait quand même 3 mois que nous avons des millions de salariés qui combattent cette réforme et qui nous accompagnent. Donc je trouvais que c'était... que c'était oui, un petit peu méprisant, oui. Et en tout cas choquant. Sur le pouvoir d'achat, c'est le sujet primordial aujourd'hui. On pouvait s'attendre quand même à quelques annonces, parce que oui, c'est vrai qu'il y a un gros débat qui doit se faire dans les branches professionnelles, et mon collègue l'a très bien dit. Mais il n'y aura pas la chaise vide, là. Non, mais autant vous n'allez pas à l'Élysée, mais il n'y a jamais eu la chaise vide. On est d'accord. Mais par contre, le gouvernement peut faire aussi des choses, peut jouer sur blocage de certains prix, peut jouer sur la TVA, il peut jouer sur des chèques alimentaires, il peut jouer... Il y a quand même des choses que le gouvernement peut faire. Après, on ne va pas faire le débat sur les bonnes ou les mauvaises actions. Enfin, Bruno Le Maire a balayé le débat sur la TVA. Oui, non, mais en tout cas, il y aurait pu y avoir 1 ou 2 propositions, je ne sais pas laquelle, mais sur le pouvoir d'achat. Et le dialogue social aujourd'hui fonctionne bien entre les partenaires sociaux. Le problème qu'on a, et c'est pour ça qu'on parle de déni démocratique, c'est un problème de dialogue social avec le gouvernement. Avec l'exécutif. Avec l'exécutif. Les partenaires sociaux, au contraire, et je crois d'ailleurs que c'est souligné par beaucoup de monde, qui a une qualité de dialogue social. On a négocié sur les 2-3 dernières années un accord syndicat-patronat sur le partage de la valeur, sur, mon collègue l'a dit, sur la transition écologique, mais aussi sur le télétravail, sur la santé au travail. Accord interprofessionnel sur ces sujets. Il y a rarement eu 4-5 accords interprofessionnels dans les 2 dernières années sur des sujets aussi importants. Et heureusement qu'il y a encore ce dialogue social-là et qui montre ses effets. Donc comme quoi, dans ce pays, quand on dialogue, on arrive à trouver des choses intéressantes. Reconnaissons, et c'est vrai que les chefs d'entreprise, ceux qui nous regardent, se disent on est un peu dans le flou au moment où on est sur ce plateau ensemble. On ne sait pas trop comment les choses vont évoluer. On a un président qui est dans son couloir. On a des syndicats qui sont dans leur couloir. Comment avec l'expérience que vous avez, Luc Mathieu, comment vous voyez cette sortie ? On dit souvent qu'il faut sortir par le haut. Là, on n'a pas l'impression que réciproquement, vous sortiez par le haut. Comment on fait concrètement ? Écoutez, on va voir ce qui se passe. Moi, ce que je note hier, c'est que à la fois, il dit on veut apaiser, mais on veut apaiser parce que les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat, etc. Mais s'ils sont en colère, c'est d'abord parce qu'il y a cette réforme, faut dire les choses. Et puis après, d'un autre côté, moi, ce que j'ai noté, c'est que c'était un peu le monde de oui-oui, d'une certaine manière. Parce que oui, on va résoudre le problème des enseignants, il y aura des remplacements pour tous les enseignants. Oui, on va résoudre l'engorgement de l'hôpital. Oui, on va résoudre le problème des médecins traitants, sans qu'ils disent jamais d'ailleurs. Comment il fait Comment il fait, dans quel délai, etc. C'est pour ça que je dis que c'est un peu... C'était un peu magique. Donc vous êtes dans le flou, pour répondre à ma question. On est très dans le vous flou êtes tous dans le flou. C'est-à-dire sans trop savoir comment les choses vont évoluer. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez vos adhérents ? Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez ceux qui sont membres de l'UDES sur à la fois une double thématique ? C'est se dire, l'économie n'est pas encore grévée sur... le mouvement social n'a pas impacté autant que cela l'économie, mais c'est un mauvais climat, il y a une mauvaise ambiance. Et puis, il y a eu des mots très durs prononcés de part et d'autre
côté exécutif et côté syndicat. Est-ce qu'il y a de l'inquiétude chez vous ? Bien sûr, il y a de l'inquiétude quand on voit, je dirais, la France divisée de cette manière, le fait qu'il y ait une forme de divorce entre les organisations syndicales et puis une grande partie des Français. C'est exactement ça. Il faut le dire. Et l'exécutif, ça interroge. Et donc, nous ce que nous disons, c'est qu'il faut changer véritablement de méthode et associer les citoyens et donner confiance aux organisations syndicales et employeurs pour... Mais ce n'est pas le logiciel du président de la République, ça. C'est pas dans son logiciel, ça. Ça dépend des sujets. On va voir. En tout cas, il faut bien sortir de l'impasse dans lequel on est. Nous, pour répondre à votre question, on a des très fortes inquiétudes. Vous avez parlé de partage de la valeur. C'est un des sujets sur la table. C'est une demande très forte aussi dans les organisations syndicales qui travaillent avec l'UDES au quotidien et dans nos différentes branches. On a un vrai sujet sur la question de l'emploi. Nous avons plus de 100 000 emplois non pourvus dans l'économie sociale. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, pratiquement? Et là, on attend l'exécutif aussi sur ces questions. Il y a un travail de branche, bien sûr, mais il y a un travail de l'exécutif. Cyril Chevanier, mot de conclusion. Est-ce qu'il y a chez vous, au-delà de l'inquiétude, une sorte de flou et je repose la même question qu'à Luc Mathieu. Comment vous sortez par le haut de cette crise où Elisabeth Borne a expliqué dans un tweet immédiat après promulgation de la loi qu'il n'y avait ni vaincu ni vainqueur? À l'issue de l'allocution d'Emmanuel Macron, j'ai quand même l'impression que vous sortez plutôt vaincu de cette bataille. D'abord, on ne sort pas vaincu, parce que pour nous, le combat n'est pas terminé sur la réforme des retraites. Mais tout à l'heure, je vous disais, il va falloir retrouver une certaine confiance. Donc sur tous les autres sujets, si on met de côté la retraite, comment on va pouvoir sortir? C'est que sur ces sujets-là, il va falloir se mettre autour de la table, il va falloir discuter en posant les règles clairement dès le départ, en se fixant ensemble des objectifs, en étant assuré qu'au final, on aura un texte qui sera modifié, qui tiendra compte de propositions des organisations sans jeu de dupes. Syndicales, sans jeu de dupes. C'est-à-dire, souvent on dit que le texte final ne soit pas le texte initial, c'est-à-dire où tout est prévu à l'avance, avec... on va dire des garanties sur le fait qu'on va pouvoir, sur tous les sujets si importants qu'on a évoqués, apporter une amélioration pour les salariés, apporter un plus, voilà, qu'on voit concrètement des choses. Et dans ces négociations, quand on retournera autour de la table, parce que forcément, ces sujets ne permettent pas qu'on s'en occupe pas, c'est les salariés qui seraient perdants à la fin. Si on voit que c'est encore un jeu de dupes, si on voit que c'est juste un jeu de communication... Vous quitterez la pièce. On quittera la pièce, c'est-à-dire qu'on ira uniquement pour obtenir des choses importantes. Et c'est là le changement de méthode. Et j'espère qu'enfin, mais vous savez, le changement des méthodes, on l'a eu au premier quinquennat, on l'a eu à la sortie du deuxième quinquennat en disant j'ai compris, je vais changer, etc. On entend souvent que la méthode va changer. Maintenant, on aimerait le voir concrètement. Merci et pas que dans la parole. Merci Cyril Chabagnier, président de la CFTC, l'intersyndicale toujours soudée avec en point de mire eh bien, ce 1er mai, un grand rassemblement le 1er mai avec des annonces faites peut-être la semaine prochaine par Elisabeth Borne, puisqu'elle va reprendre un certain nombre de sujets qu'on traitera évidemment dans notre émission autour du travail. Et je vous vois faire un petit sourire en coin. Merci à Luc Mathieu, secrétaire national à la CFDT. Merci de nous avoir rendu vite et merci à vous, Hugues Vidor, président de l'UDES, l'Union des employeurs de l'économie sociale. Merci à vous trois. On termine avec Fenêtre sur l'emploi. On parle recrutement dans cette rubrique et il manque de chefs de projet. Oui, il manque de chefs de projet. On en parle juste après. Fenêtre sur l'emploi pour parler recrutement et faire un focus sur les chefs de projet. D'abord, on va définir ce qu'est un chef de projet parce que ce n'est pas aussi simple que cela. Et on en parle avec Olivier Lazare. Bonjour Olivier. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Je sais que vous descendez de l'avion et que pour vous, il est 4h du matin. À peu près, oui. Donc ça va bien se passer. On vous offrira un café en sortant. Vice-président du Project Management Institute. Donc qui est une entreprise qui est une structure américaine, on est bien d'accord? Alors, c'est pas exactement une entreprise, c'est une association. C'est une association professionnelle, voilà, exactement, dont le siège est à côté de Philadelphie. Oui. The Four Pillars of Portfolio Management, édition CRC Press, ça c'est votre livre. Oui. Un mot quand même pour bien définir aussi l'enjeu de votre présence. Vous dites qu'il va manquer mondialement 25 millions de chefs de projet, Oui, ce qui est colossal. C'est énorme. Qu'est-ce qu'un chef de projet très concrètement? Un chef de projet, très simplement, c'est quelqu'un qui transforme une idée de départ en un livrable, concret, tangible, mesurable.
votre téléphone sur votre table, la conception et la livraison de ce téléphone a été gérée par un chef de projet. Donc ça veut dire, pour essayer de déranger ces chefs de projet, on est recruté comme chef de projet, mais on peut être ingénieur, on peut avoir fait HEC, on peut avoir fait une école, on peut être philosophe. C'est très protéiforme, un chef de projet, en fait. Oui, parce que c'est transverse à énormément de domaines. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui plus vraiment un seul domaine d'activité ou une organisation qui ne travaille en mode projet, qui n'a besoin de ces compétences d'organisation, de structuration et surtout d'interaction au travers de l'entreprise et des entreprises. Et c'est ça qui s'appelle un chef de projet. Olivier, on va parler des nouveaux métiers, parce qu'il y a la rénovation thermique, il y a le climat, il y a tous ces nouveaux métiers qui d'ailleurs attirent les talents. Il n'y a pas de filière de chef de projet. Chef de projet, on le devient parce qu'on vous dit, écoute, il va falloir que tu gères ce projet de A à Z, et que tu vas être quoi? Chef d'orchestre, tu vas devoir tout piloter. C'est ça le chef de projet. Alors, c'est un excellent exemple. Moi, quand je donnais des formations en gestion de projet, j'utilisais énormément l'exemple du chef d'orchestre. Ouais. Effectivement. C'est un très très bon exemple. Alors, chef de projet, on le devient de plusieurs façons. On le devient de façon accidentelle, ce que vous venez de décrire. On démarre dans une entreprise en étant technicien, ingénieur, commercial. Et puis, on se retrouve accidentellement à devoir gérer des projets. Et puis, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Et puis, ça grossit. Que ça s'invente pas. Ouais. Et qu'on a besoin d'un certain nombre de compétences. Et donc, on se tourne vers des organisations comme l'Institut de Management de Projet, comme PMI, pour acquérir ces compétences et aussi pour faire certifier ces compétences. D'accord, donc là on filiérise en quelque sorte, c'est-à-dire qu'on dit voilà, tu as le bon tampon et on peut dire que tu es chef. Alors c'est quoi pour le dire simplement, les compétences? Qu'est-ce qu'on lui demande à chef de projet? Alors principalement 3 choses. Chez PMI, on définit la gestion de projet comme étant une complémentarité entre 3 dimensions. Une dimension qui va être beaucoup plus technique, organisationnelle. Une dimension qui va être ce qu'on appelle, nous, les power skills, qui va être plus du côté de l'humain, parce que l'humain est quand même au centre de tout. Il ne faut pas oublier qu'un projet, il est décidé par des gens, il est fait par des gens. Il faut qu'il engage. Et il est fait pour des gens. Il faut qu'il engage, il faut qu'il entraîne. Si vous ne travaillez pas pour des gens, vous travaillez pour qui? Voilà. Donc il y a cette dimension qui est extrêmement importante de savoir comment est-ce qu'on travaille avec les gens, comment est-ce qu'on fait travailler les gens, comment est-ce qu'on les engage. Et puis, il y a la dimension aussi stratégique au sens large du terme, stratégique dans le sens où il faut comprendre pourquoi vous entreprenez tel ou tel projet. À quoi va servir le résultat de votre projet. Si ça ne sert à rien, vous aurez beau l'avoir livré dans les coûts, dans les délais et dans les spécifications, vous aurez juste gaspillé vos ressources. Ce qui est assez formidable dans ce que vous faites chez PMI, puisque c'est l'acronyme de cette structure professionnelle, c'est de donner du sens finalement à des choses où des collaborateurs vous disent, moi j'ai mis le boulon, puis je ne sais pas où c'est parti. Là, le chef de projet, ce qui est intéressant, c'est qu'il peut porter réellement le produit jusqu'au bout. Absolument. Jusqu'au bout et même au-delà. Aujourd'hui, ce qui est réellement important, c'est de produire des résultats qui créent de la valeur et qui créent de la valeur à long terme. Une valeur qui va être durable. C'est là aussi où on arrive à connecter avec des principes de développement durable. Pourquoi ? Parce qu'on doit gérer des ressources, on doit les gérer intelligemment et on doit les gérer de façon à ce que ces ressources demeurent pérennes. Et puis on doit les gérer aussi de façon à produire un résultat qui va produire de la valeur, qui va créer de la valeur à long terme pour l'organisation et pour les parties prenantes. Au-delà même de la fabrication ou de l'organisation du projet. Et c'est ce que vous portez à travers PMI. Tout à fait. Merci d'être venu nous rendre visite, malgré ce terrible décalage horaire qui vous étreint. Merci Olivier Lazare. Vous êtes le vice-président de Project Management Institute, The Four Pillars of Portfolio Management. Ça, c'est votre livre CRC Presse. C'est un livre en anglais, en américain. Oui. Mais PMI produit surtout les standards de management de projet. Exactement. Corpus de connaissances en management de projet. Et le bon tampon qui va bien pour dire vous êtes chef de projet. Merci, nous sommes très en retard. Merci à vous, merci à toute l'équipe qui m'a accompagné dans cette émission. Merci à Raphaël à la réalisation, merci à Thibaut pour le son, merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat évidemment, et Alexis qui m'ont accompagné. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.